Donc on va passer à notre troisième table ronde de la case à l'écran. Ce choix de l'animation, enfin il y a deux choix qu'on va explorer. C'est tout à la fois, en effet, la Corée est assez friande en fait de la littérature française. Je pense notamment à l'adaptation par Park Chan-wook de Thérèse Raquin d'Émile Zola, qui est devenu Thirst, qui a eu le prix de la mise en scène à Cannes. Et évidemment, sur l'animation, on ne pouvait pas ne pas faire le transpersonnage. Donc nous avons ici Jean-Marc Rochette en virtuel, vous allez voir, et donc des intervenants qui ont soit travaillé sur le film, et puis d'autres intervenants que je salue, merci de votre présence à nos côtés. Sur donc des projets ou des films d'animation non pas en coproduction, parce que ça c'est le truc qui fâche, mais en collaboration avec les Coréens. Voilà. Donc table ronde, on finira par la projection du film de Jesus Castro, sur disons l'élaboration de cette saga transpersonnage. Et puis, voilà, si vous avez encore le courage de nous suivre ce soir à l'entrepôt, nous vous proposons la projection inédite de John Security Harry, produit par Monsieur Lee Hoon, donc le deuxième film ou troisième film de Park Chan-wook, mais en disant celui qui l'a lancé et qui est un film tout à fait exceptionnel, et vous y êtes invités avec grand plaisir. Voilà, je passe la parole à Damien, je vous souhaite une bonne après-midi et à tout à l'heure. Donc merci et bienvenue à tous pour cette troisième table ronde. Alors je vous fais la présentation des intervenants. Jesus Castro, donc on en a parlé. Vous êtes réalisateur du documentaire Transpersonnage de la feuille blanche à l'écran noir, qui sera donc projeté à la suite de cette table ronde. Et vous avez été l'observateur privilégié de tout le projet de l'adaptation donc de Transpersonnage, des premiers moments jusqu'à la distribution et l'accueil en salle. Ron Diens, vous êtes producteur avec votre société de production Sacre Bleu Production. Vous produisez des courts et des longs métrages d'animation, dont Man and the Share de la coréenne Dae Jong en 2014. L'un de vos courts a reçu la Palme d'Or. Félicitations, la Palme d'Or à Cannes. Donc c'était Chaîne d'Histoire, réalisé par Serge Avedikian. Et le repas dominical réalisé par Céline Deveau, dont vous êtes également le producteur, sera nommé en tout cas au César cette année. Prakash Topsi, vous êtes animateur 2D, 3D, vous êtes aussi réalisateur de films d'animation et vous avez notamment participé et réalisé donc, les épisodes de Ava Rico Théo. C'est une série d'épisodes de 6 minutes qui est en coproduction entre la France et la... coproduction, comme on a dit, en collaboration entre la France et la Corée du Sud. Vous avez également participé en tant que superviseur à la diffusion de Titeuf en Corée du Sud. Laurent Boileau, vous êtes le réalisateur du long métrage Couleur de peau miel en 2012. Vous étiez auparavant chef opérateur monteur, réalisateur de documentaires, et notamment des documentaires sur l'animation et sur la bande dessinée. Et enfin, Lyon, vous êtes producteur pour Myung Film, producteur d'un long métrage d'animation qui s'appelle Leafy, Hand into the Wild. Un grand succès au box-office coréen, une grande première puisqu'on en parlera, les films d'animation en Corée du Sud ont eu peu de succès en box-office durant les années 2000. Et vous êtes aussi président de l'association des producteurs coréens, donc la Korean Film Producer Association. Donc on devait avoir justement Jean-Marc Rochette avec nous, mais exceptionnellement il n'a pas pu venir, il avait un empêchement. Donc je vais vous proposer tout de suite de voir, on va commencer par le film de Transpersonnage de Bong Joon-ho, et je vous propose de voir déjà la bande-annonce, et après s'en suivra l'interview qu'on a fait de Jean-Marc Rochette. Oui, je vais juste dire quelques mots avant de lancer l'interview de Jean-Marc Rochette. Le film a fait à peu près 650 000 entrées, même un peu plus en France, ce qui est quand même un assez bon score pour un film coréen, avec une participation française, et plus de 10 millions en Corée du Sud, ce qui est assez exceptionnel. Bon, c'est Bong Joon-ho, donc, qui est vraiment l'un des réalisateurs les plus cotés et connus
et apprécié pour son travail, mais c'est quand même un excellent score pour une adaptation d'une bande dessinée. Donc je vous propose de regarder l'interview de Jean-Marc Rochette. On a eu la chance donc de le rencontrer dans son atelier, et il explique et il parle justement de l'adaptation de sa bande dessinée en long métrage. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Nous allons faire un petit entretien pour parler justement de votre expérience avec le transpersonnage de Bong Joon-ho. Donc à quel moment on vous a contacté alors pour l'achat des droits du transpersonnage, et qu'est-ce qui vous a décidé à accepter la proposition de Bong Joon-ho? La première fois, ça devait être en 2006 peut-être, par Casterman, en fait, mon éditeur. Et en fait, j'ai été très surpris parce qu'il y avait, à ma connaissance, pas de traduction coréenne. Donc déjà, je ne connaissais pas Bong Joon-ho parce qu'on m'avait pas donné son nom. Mais en plus, j'étais très étonné parce que je me suis dit, mais c'est incroyable, il n'y a pas de traduction coréenne, il n'y a pas de traduction anglaise. Comment un Coréen a pu lire cette BD? Donc ça, c'était déjà ma première question. Et puis je ne savais pas si c'était un film de dessin animé ou un film avec acteur, on ne le savait pas, puisque voilà. Alors finalement, Benjamin Legrand est allé à Cannes, et c'est l'année où est sorti le film The Host. Et c'est à ce moment-là que Benjamin, le scénariste du 2, m'a dit « Mais dis donc, Bong Joon-ho, c'est un super réalisateur », parce qu'il avait vu, voilà quoi. Et on a appris par la suite que la BD, en fait, avait été traduite en coréen, mais que c'était soi-disant un pirate, en fait. Voilà. Et que Bong Joon-ho l'avait lu tout par hasard dans une petite librairie. Mais, donc quand je suis allé à Séoul, j'ai rencontré le soi-disant pirate, qui m'a dit qu'il n'était pas pirate, mais qu'il avait envoyé beaucoup de mails à Casterman et qu'il n'avait eu aucune réponse. Et donc, de Garlas, il a dit « je me suis protégé ». Et donc il l'a édité comme ça, quoi, sans droit. Et grâce à lui, et grâce à son courage, Bong Joon-ho l'a découvert. Enfin, là déjà, c'est une succession d'étrangetés. Ouais, d'être découvert d'être découvert en Corée par un pirate, par un pirate, voilà, parce que, voilà, etc. Et donc, et finalement, Bong Joon-ho, je crois, c'était quelques années plus tard, on s'est donné rendez-vous dans Paris. Et il est venu ici dans mon atelier, et c'est là qu'il m'a donné l'édition pirate, parce qu'il n'était pas une pirate. Et c'est là que j'ai rencontré, et que j'ai tout de suite compris en voyant le personnage que ça se ferait. Parce que je me demandais aussi, il y a beaucoup d'achats de droits, il y a des achats de droits qui ne vont jamais jusqu'au bout. Mais là, il s'avère que je l'ai vu, j'ai vu qu'il était complètement investi là-dedans et qu'il allait le faire, quoi. Et ça s'est fait. Et les premières rencontres se sont déroulées comment, alors justement à Paris? Mais qu'est-ce que tu as perçu comme sensation justement quand tu l'as vu, quand il t'a parlé du transpersonnage? Il était vraiment empreint, il était imbibé de l'œuvre? Oui, d'abord j'ai trouvé qu'il avait de l'humour parce qu'on s'est donné rendez-vous. Il m'a dit « Vous verrez, j'ai un type asiatique assez prononcé. » Je me dis « Oui, d'accord, ok. » Et on s'est rencontrés, et d'abord j'ai vu qu'il aimait énormément la bande dessinée, puisqu'il m'a parlé de bande dessinée, et je me suis dit, contrairement à beaucoup d'acteurs qui prennent de réalisateurs qui prennent une bande dessinée et qui ne prennent que le scénario, j'ai vu que c'était un lecteur qui lisait une bande dessinée, mais qui la regardait aussi. Ça m'a plu, puisque je suis avant tout dessinateur. Voilà. Et non, il est venu ici, je lui ai offert une planche. On a parlé de tout. Il est très discret, hein, en même temps. Donc je ne savais pas trop où il allait. C'est le tout début, donc il n'avait rien. Simplement, j'ai vu qu'il avait totalement compris la BD, qu'il était imprégné de la base de Jacques Lob, ce qu'avait fait Jacques Lob, et voilà, quoi. Et alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il avait comme idée pour vous impliquer dans le projet? C'est-à-dire, lui, il avait son idée à lui de faire un film, et qu'est-ce qu'il pensait alors à ce moment-là de ce que vous pouviez apporter au film?
Moi, je pense qu'il n'avait pas d'idée précise. Je pense que déjà, ce qu'il pensait, c'est qu'il s'est inspiré de la BD elle-même, et pas de tout, mais en tout cas une forme de narration et tout ça. Donc, en fait, il s'est servi de la BD comme de son premier storyboard, hein. Déjà ça. Et puis après, j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est vu une fois à Paris, puis qu'on a été invité à Séoul pour une exposition sur le transpersonnel, ça devait être en 2009 ou 2010, je ne sais plus, où là, il a commencé à parler du train, du projet. Donc j'ai vu qu'il enclenchait la machine à publicité un peu. Et puis pendant 2 ans, j'ai plus de nouvelles. Et puis un jour, j'étais à Berlin, j'ai reçu un email de sa part en me disant... Ah oui, non, parce que en fait, c'est moi qui lui ai envoyé un email en lui disant, parce que je savais qu'il était à Prague, que ça allait tourner à Prague, et je lui ai dit, est-ce que je peux aller sur le, sur le tournage, parce que j'aimerais bien faire quelques croquis du tournage. C'est extérieur, c'est à moi simplement en tant que ça m'intéressait. Et c'est par retour de mail qu'il m'a envoyé en me disant, alors je ne sais pas si c'est le fait que je lui ai dit ça qui lui a donné une idée, mais je pense que non. Il m'a dit, non, non, mais j'ai une autre idée, c'est que je vais mettre un personnage qui sera le peintre, et il utilisera on utilisera tes dessins. Tu seras la main du peintre. Voilà. Et donc, le retour de Mel m'a comblé, parce que d'un truc où j'étais pas du tout impliqué, plutôt comme un spectateur extérieur, je me retrouvais à participer et même à apparaître à l'écran avec mes images, quoi. Et il y a eu combien de planches alors qui ont été faites et de dessins pour ce personnage, en tout cas du peintre, et même peut-être pour inspirer le storyboard ou autre? Pour le peintre, c'est curieux parce il m'a parlé des vitraux dans les églises, hein. Il m'a dit, il y aura comme un chemin de croix dans les églises, les vitraux, tout ça, voilà. Et donc, il a regardé ces choses-là, il m'a parlé de ça comme ça. Donc, on a travaillé tout ce qu'il voulait montrer, toutes les étapes, quoi. Et, euh, et finalement, j'ai dessiné tout ça, mais c'est resté au mur. Quand on voit l'antre du peintre, c'est des trucs au mur, mais en fait, on les voit pas. Ils sont juste là en décor extérieur. Et on voit quelques plans. Et alors, c'est curieux, c'est que moi, ça m'a pas trop inspiré, son histoire de dessin de vitraux. Et j'ai fait autre chose. J'ai fait des dessins plus sales on va dire, plus goyesques. Mais j'ai vu qu'il y tenait parce que dans son collector euh, coréen, il a remis ses dessins par un autre dessinateur, je sais pas qui, par cette espèce de dessins de vitraux, qui moi je trouve fonctionne. Enfin, je suis pas fan, donc je préfère cette façon plus de dessins qu'on a pu trouver dans les camps de concentration ou dans des trucs de prisonniers. Il y a toujours des types qui dessinent, et c'est souvent un dessin un peu hâtif, parce que les gens ont peur de se faire prendre, et donc il n'y a pas ce côté un peu très rapide, et voilà. Donc, non, autrement, j'ai pas participé directement en amont, puisqu'il s'est servi du bouquin. Ceci dit, par contre, j'ai retrouvé plein de plans qui étaient le fait que ça soit séparé avec chez les pauvres, il y a des tentures comme ça, des espèces de planches un peu de partout, c'est dans le 1, quoi. Sauf que ça a été, moi, il y a un dessin un peu, j'avais 25 ans, donc un peu naïf, un peu brutal, et là, ça a été évidemment poussé beaucoup plus loin, quoi. Qu'est-ce qui a été repris fidèlement de l'œuvre originale donc, dans le film de Bong Joon-ho? Bah, clairement, je pense que c'est les wagons de queue. La façon dont les gens sont habillés, les pauvres en fait, mais ça c'est un peu normal. Les pauvres ils sont habillés partout pareil, quoi. Et donc ça a été fait il y a 35 ans, mais finalement la mode chez les pauvres, elle change pas. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, les pauvres, eux, ils sont toujours au point de vue de leurs habits, ils sont toujours les mêmes, hein. Et donc ça, il a pas fait de truc spécialement baroque, on va dire. Il est resté vraiment dans l'imagerie de la bande dessinée, qui n'est pas du tout baroque. Il y a des bandes dessinées de science-fiction françaises où Enki, par exemple, il y a un style. Dans le cas du transpersonnage, il n'y en a aucun, quoi. C'est Jean Léclodo, puis c'est tout, quoi. Et les wagons de queue de Bong Joon-ho, c'est pareil. D'ailleurs, il a repris
les clodos de Prague, hein. C'était une de mes grosses impressions quand je suis arrivé sur le plateau la première fois. Il y avait donc les figurants, mais on voyait clairement que c'était des pauvres, hein. C'est pas des figurants qui jouaient aux pauvres, hein. Et ça a été la chose que je trouve qui est le plus proche de la BD, quoi. Je voulais vraiment faire cet effet de réalité dans la pauvreté, dans les visages un peu marqués et tout, et il l'était de fait. Voilà. Les femmes aussi, c'est marrant. On voyait des femmes pauvres, très très pauvres. Ça se voyait sur leur visage, quoi. Il y avait peu de maquillage, quoi. Ils ont été. Alors je sais pas si c'est à confirmer, mais j'ai l'impression qu'ils ont été chercher tous les clodos de Prague. Ils ont dû faire un casting en disant. Et ils sont arrivés. C'était tous descendants, comme on le dit maintenant, quoi. Ouais, selon François. Et justement, à contrario, qu'est-ce qui n'est pas fidèle à l'œuvre originale? Qu'est-ce que Bong a apporté, ou qu'est-ce que son équipe a apporté de différent, de parallèle à l'œuvre? Bah, de différents, surtout au niveau narratif, hein, c'est qu'au lieu d'avoir un homme seul, dans l'histoire du transpersonnage de Jacques Loeb, c'est un personnage seul qui remonte les wagons de queue avec une histoire d'amour entre lui et une jeune fille. Mais lui, il est très peu politisé, ce Prolof. En fait, il veut s'en sortir seul. Alors que dans le cas de Bong Joon-ho, c'est tout un groupe en fait qui remonte. C'est un espèce de Spartacus, Curtis. Il casse les portes et il remonte avec tout son peuple. Ça, c'est la grosse différence. Et à la limite, ça. Alors, il me disait qu'il voulait pas d'histoire d'amour parce qu'une histoire d'amour, ça ralentit aussi la narration. Le personnage est seul et c'est comme une balle en fait, hein. On tire la balle et Curtis il remonte. Il y a pas de moment où il s'arrête vraiment, quoi. C'est non-stop. Alors que dans l'histoire, c'est surtout au niveau narratif et au niveau de la forme. À l'époque du premier, on va dire, puisqu'il s'inspire surtout du premier, Jacques Loeb avait fait une espèce de fable. Il continuait à être avec une espèce de fable un peu où il y a des contrôleurs comme des contrôleurs SNCF, des choses comme ça, un peu curieuses d'ailleurs. Moi, j'étais un peu gêné de dessiner ces contrôleurs à l'époque. Je comprenais l'humour, mais alors que ça, dans Bonjour, il n'y a pas, quoi. Il est beaucoup plus resserré sur le. Il y a les personnages. Non, mais autrement, je ne pense pas finalement, c'est assez fidèle, hein. La grosse différence, c'est la machine, par contre. Mon train, et je le trouve beaucoup plus rude, beaucoup plus. Il ressemble beaucoup plus au train des Russes des années d'entre-deux-guerres, alors que lui, il a fait un train plus, disons, plus moderne, enfin plus. Steampunk, j'allais dire. Ouais, voilà, ouais. Alors que le mien, il est vraiment. C'est un truc plus intemporel à la limite, hein. C'est une espèce de casque, un casque spartiate, là, un peu Cuirassé. cuirassé, voilà. Ça, c'est je pense que la grosse différence est là. L'intérieur de la loco chez moi est aussi très basique, très peu high-tech. On a l'impression Bon, c'est l'époque aussi, hein, alors que l'intérieur de sa loco à lui est beaucoup plus moderne. Enfin, moderne, le terme est mais plus high-tech, quoi. Enfin, il y a beaucoup de différences. Enfin, c'est marrant, c'est qu'il garde quand même la structure narrative d'un personnage qui part des wagons de queue, qui ne sait rien et qui va rencontrer la personne qui sait tout. Sauf que tout ça, il l'a habillé, il l'a développé, voilà, quoi, d'une œuvre qui était quand même relativement naïve, on va dire, sous son aspect formel et sous son aspect narratif, mais plein de charme, et il en a fait une chose plus aboutie, enfin, je trouve. D'ailleurs, les lecteurs ne sont pas d'accord, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui préfèrent la BD au film, mais moi, c'est un peu. Voilà. Et justement, est-ce que vous trouvez que, un, c'est une bonne adaptation, et deux, qu'est-ce que c'est une bonne adaptation? Je trouve que c'est une adaptation absolument parfaite pour moi, parce qu'il a réussi à faire aussi ce qu'est la BD. C'est une BD populaire et auteur. C'est-à-dire qu'on était dans une BD qui avait le cul entre deux chaises. C'est une BD auteur, mais c'est aussi une BD mainstream. Et lui, il fait aussi un film qui est auteur et qui est aussi blockbuster. Ça, il a gardé ça. Après, il a gardé la substance de la narration, mais il a tout changé. Et ça, c'est vraiment important
dans le cinéma parce que c'est pas du tout le temps d'une lecture la lecture d'une BD et la lecture, enfin, le visionnage d'un film n'est pas du tout le même. Donc l'adaptation doit être totalement différente. Donc il s'est libéré de la BD, il en a fait ce qu'il en a voulu et il se l'est accaparé. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire, quoi. Justement, le transpersonnage a eu beaucoup de succès. Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour vous personnellement, le fait que Bong Joon-ho a repris l'œuvre originale, en a fait un film, a eu un succès au box-office coréen, a eu un succès aussi en France et aux États-Unis, a été exploité aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous a apporté après par la suite, les effets j'allais dire, des effets de choc et autres qui vous ont touché? Pour moi, c'était le jour et la nuit. C'était une bande dessinée qui était culte, mais dans un tout petit milieu d'aficionados français. Et je suis passé à une BD qui est mondialement connue, parce que là, on m'a invité à Singapour. Singapour qui s'intéresse à la bande dessinée française, ça n'existe pas. Des interviews, tout ça, c'est grâce au film. Mais par contre, ce qui est miraculeux, c'est que déjà qu'une BD française ait été adaptée par un grand cinéaste, c'est déjà étrange. Mais ce qui s'est passé aussi, et là c'est la grosse surprise, c'est que la BD a vraiment profité du film. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des BD, on les oublie. Il y a des adaptations au cinéma, on dit c'est adapté d'un bouquin, puis personne n'est intéressé par le bouquin. Là, il y a eu une espèce d'adéquation film, histoire de la BD. Enfin, tout ça fait que les gens se sont intéressés à la BD aussi. Et ça a été très étonnant, ça, parce que par exemple, au départ, le producteur français, enfin le diffuseur français, n'était pas très intéressé par la BD. Et puis petit à petit, il a appris l'histoire de ce Coréen qui trouvait cette BD par hasard et tout ça, et il nous a vraiment mis en avant, quoi. Et il y a eu énormément d'interviews en France à la sortie du film où on était ensemble, Bong Joon-ho et moi et Legrand et tout ça. Et donc ça a fait que cette BD est devenue culte, mais vraiment culte au niveau grand public, puisqu'on pour un exemple, on avait tiré la BD à 8000 exemplaires au départ. Ce qui était, finalement, après coup, tu te dis c'est peu, mais C'est un bon tirage quand même. mais c'était un bon tirage. Ouais. On s'était dit, il était très cher, le livre était à 35 euros, on s'est dit 8000 euros, 8000, c'est énorme. Et puis finalement, il a été épuisé. Dans la semaine de la sortie du film. C'est-à-dire qu'on est passé sur TF1 et Antenne 2, les deux journaux un dimanche à midi, ça a lancé le bouquin et on a été épuisé. Et après, il y a eu réédition sur réédition sur réédition, on en est à 50-60 000 de ventes, ce qui est complètement... Et ça a très bien marché aux États-Unis, puisqu'on a aussi, je crois qu'on est à plus de 40 000 aux États-Unis. Donc la BD aussi a été complètement... Enfin, la locomotive train a tiré le wagon bande dessinée, quoi. Et voilà, donc ça il y a eu des expositions de partout. C'est étonnant. Enfin, moi, je suis très étonné qu'il y ait eu un tel mariage entre les deux, quoi. Et donc il y a eu combien de traductions du transpersonnage? Une dizaine, peut-être. Une dizaine quand même. Ouais, il y a en portugais, il y a en allemand, il y a en espagnol, italien, chinois maintenant. Chinois aussi. Ah ouais, chinois. Alors là, c'est le gros truc, les Chinois, parce que c'est très rare. Alors, curieusement, les Chinois retouchent quelques il y a quelques planches, il y a une censure, qui est d'ailleurs très curieuse, parce qu'ils sont assez prudes sur les nus. Donc, c'est très bien fait, d'ailleurs, hein. J'ai été surpris, parce que je les ai vus, on voit rien. Et puis, il y a une longue interview où on est décrit, enfin, un moment en particulier, comme écologiste radical, ce qui ne me déplaît pas, d'ailleurs. Ouais, vis-à-vis des centrales. Voilà, etc. Et coréen, je ne sais plus, enfin, c'est quand même très répandu, ouais. Et donc une série aussi qui va voir le jour? Voilà, alors donc après toutes ces choses, des expos, des peintures, des bandes dessinées, le film, maintenant arrive la nouvelle d'une série aux États-Unis. Alors ça, c'est extraordinaire parce que je crois que ça... J'ai pas de... Là, comme ça, j'ai pas d'exemple d'une bande dessinée française qui tourne en série américaine. Donc ça va, là, je pense que la personne qui est en train d'écrire le scénario, je pense que ça va se tourner, je sais pas quand, dans un an ou deux. Ça, c'est la grande surprise. C'est comment ils vont tourner ça, sur quel principe, qu'est-ce qu'ils vont garder.
Est-ce qu'ils vont... Alors évidemment, ça ouvre encore d'autres perspectives pour la bande dessinée, parce que même si on veut pas être associé, même si on nous associe pas, on est de fait associé, quoi. La bande dessinée reste la source de tout ça, quoi. Et jamais eu l'idée de faire justement peut-être un film d'animation du transpersonnage? Est-ce que c'est pas une idée qui est venue peut-être d'abord avant de faire même un film, j'allais dire, cinématographique? Il y a eu des propositions d'un film d'animation en pâte à modeler à l'époque. Heureusement, ça n'a pas été fait. Mais il y a eu un autre projet qui arrive aussi, c'est qu'on me propose une pièce de théâtre en immersion, comme on dit. Donc la personne va mettre trois wagons. Donc le wagon des pauvres, le wagon des classes moyennes et le wagon des riches. On va, au moment où vous achèterez les tickets pour entrer, on sera ou avec les pauvres ou avec les riches. Après, il y aura une remontée. Et donc, on va donner des fringues pourries aux acteurs, aux spectateurs qui seront... Voilà. Ça commence à Lyon. Ça, c'est encore un nouveau développement du transpersonnage théâtre. Alors je pense que c'est... Et en plus, je pense que ça s'y prête. Hein. Je pense que ça peut être une belle expérience pour les spectateurs. Alors quasiment tout ça grâce à une adaptation au cinéma. Et justement, est-ce que vous avez ressenti des particularités coréennes dans le travail, dans les échanges que vous avez eus, dans la réception du film? Est-ce que cette imprégnation peut-être asiatique, coréenne, est différente de la façon de travailler, de la façon de voir les choses ici en France? D'abord, j'ai ressenti énormément de respect. Alors, je ne sais pas si on n'est pas très respectueux en France ou si on l'est particulièrement en Corée, mais chaque fois que j'ai été en Corée, par rapport à mon travail, par rapport au travail des auteurs, que ce soit Jacques Lob, et beaucoup de respect. Après, beaucoup d'indépendance aussi de la part de Bong Joon-ho. C'est quand même quelqu'un qui respecte, mais qui fait ce qu'il veut. Un énorme professionnalisme. Ça, je ne sais pas si... Je n'ai pas d'expérience avec les Français au cinéma, mais là, ce que je sais, c'est que, par exemple, Bong Joon-ho, sur 3 mois de tournage, il a eu 1 jour de dépassement. Simplement parce que je crois qu'il y a eu les gens de Samsung qui sont passés, quoi. Donc, c'est aussi j'ai été surpris, c'est le côté méthodique, voilà. Pour la façon de filmer, là, je pense qu'il y a un style asiatique ou un style, je ne sais pas si c'est un style asiatique ou si c'est le style de Bong Joon-ho, mais c'est indéniable qu'un film de Bong Joon-ho, ça ne peut pas être un film français. Il y a une espèce de façon de tourner, il y a un humour, il y a une espèce de... La scène, par exemple, la fameuse scène chorégraphique de l'attaque à la hache dans la nuit. Je pense que, alors je sais pas, je suis pas spécialiste, mais je pense que c'est typiquement coréen, ça. Je sais pas, espèce de baroque dans la violence. Les Français le feraient pas et les Américains le feraient pas de la même manière, quoi. Et ça marche, c'est de mettre de la violence absolue, mais de se mettre dans une espèce de distance comme ça, esthétisante. Je trouve que c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup parce que ça s'apparente un peu au dessin. C'est-à-dire, on fait pas croire à la réalité. On dit non, mais c'est quand même de l'art. C'est quand même, c'est artificiel, künstlich comme on dit en allemand, ce qui est le même mot, quoi, d'ailleurs. Ben voilà. Oui, alors, Gilles Castro, mes premières questions vont vous être dirigées dans le sens où vous avez vraiment suivi le projet. Il y a une chose qui est déjà assez incroyable, c'est que la BD a failli tomber dans l'oubli. C'est-à-dire pendant 20 ans, on n'en a pas entendu parler, et soudain, elle réapparaît par la voix de Bong Joon-ho qui le découvre, alors là, dans une librairie presque interlope, j'allais dire, comme une copie pirate. Ça devient un film, il y a plein d'événements par la suite, c'est quand même assez incroyable comme destinée. Oui, et Jean-Marc a été le premier surpris, hein, Benjamin Legrand aussi. Mais je pense que ce qui les a plus surpris, c'était la succession de hasards qui ont fait que cette bande dessinée tombe dans les mains de Bong Joon-ho et qu'il soit quasiment, comme il l'explique lui-même dans mon documentaire, presque foudroyé à la lecture en se disant « je veux en faire un film ». C'est une bande dessinée qui n'aurait pas dû être éditée a priori en Corée, d'où l'histoire de la copie pirate. Ensuite, Bong Joon-ho, en voulant optionner les droits de cette bande dessinée, s'est heurté au mutisme de Casterman qui ne répondait pas à ses demandes. Ça, il faut le savoir que pendant plusieurs années,
il a demandé à son producteur, qui était Park Chan-wook, de solliciter les droits auprès de Casterman, et il ne répondait pas. Et donc, il y a plein de petits hasards qui ont fait qu'au final, le film a réussi à se monter, alors que c'était un film cher, c'était un casting international, et tout ça à partir d'une BD que très peu de gens connaissaient, à part quelques fans de bande dessinée, peut-être une poignée de personnes en France, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu dans les grandes lignes, comment s'est déroulé justement le financement, la production du film? Parce que est-ce que c'était un choix dès le départ de choisir un casting américain? Comment s'est passé petit à petit les étapes liées à ces différents choix en fait? Alors moi j'ai suivi la production de loin en loin parce que j'étais très tôt au départ du projet d'adaptation, et pour ça je voudrais remercier mon ami Nasser qui est juste là, qui m'avait donné l'information en 2006 alors que c'était juste une rumeur qui circulait sur le net, et c'est lui qui m'avait appris que Bong Joon-ho voulait optionner les droits de transpersonnage. Et pour ce qui est de la production, au départ il y avait Moho Film, donc la maison de production de Park Chan-wook. Et ensuite sont venus s'adjoindre plusieurs producteurs. Il y a M. Lee Tae-hun de Opus Film et d'autres maisons de production internationales, tchèques, américaines, qui font que la production était émiettée sur 5 ou 6 différents producteurs. Mais de ce que je sais, c'est que le film a été lancé et le financement n'était pas entièrement bouclé. Donc c'était un vrai pari. Bong Joon-ho, je pense, avait choisi de passer par on va dire des producteurs, plusieurs petits producteurs, pour avoir une grande liberté à l'écriture et à la réalisation. Mais c'était un peu un pari fou parce que le film coûtait très cher et qu'en cours de route, il a fallu qu'il trouve le financement nécessaire pour mener le projet à bien. Et il faut savoir que c'est un film qui est, je crois, le plus cher de l'histoire de la Corée à ce jour, qui est autour de 40 millions de dollars. Eddy, tu me dis si je me trompe. Et justement, pendant le tournage, parce que vous avez suivi le tournage à Prague, est-ce que vous avez vu justement, est-ce que vous avez assisté à des méthodes de travail qui étaient particulières, soit liées à l'adaptation, soit justement au fait que ce soit une équipe coréenne qui s'en occupait? Et d'ailleurs, comment elle était composée, l'équipe? Est-ce qu'ils parlaient la même langue? Est-ce que c'était en anglais? Est-ce que c'était Alors, ce qui était très surprenant, c'est qu'au départ, quand vous arrivez sur les studios de Barrandov à Prague, vous apercevez que l'équipe elle est composée de au moins 4 nationalités différentes. Et la première idée qui me vient, c'est ça va être le chaos. Et en fait, il s'est produit exactement le contraire. Alors, je pense que c'est beaucoup lié à la personnalité de Bong Joon-ho, parce que c'est quelqu'un qui est très diplomate, qui est très intelligent, fin psychologue, et il sait exactement ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est extrêmement préparé. Il écrit ses films, il storyboard tous ses films, plan par plan. Et il a une capacité à comprendre ses interlocuteurs, quelle que soit leur nationalité, pour les amener à aller dans son sens, dans sa vision du projet. Et ce qui était fascinant, c'est qu'il s'était intelligemment entouré de quelques assistants qui parlaient coréen et anglais. Au départ, il avait un interprète sur le plateau qui faisait l'interface entre lui et le premier assistant, qui était anglais. Mais il s'est rendu compte très très vite que l'interprète en fait, interférait dans sa relation, dans sa manière de se comporter vis-à-vis de ses interlocuteurs, et qu'il y avait quelque chose qui se perdait dans l'information. Donc l'interprète, il a viré au bout d'une semaine. Donc c'était un peu triste pour lui. Et du coup, après, ça s'est passé très naturellement. Je pense que le plus difficile sur le plateau, ça a été peut-être pour certains comédiens comme Chris Evans, de voir que Bong Joon-ho avait une méthodologie de travail qui ne correspondait pas du tout à ce que lui, il avait l'habitude de voir à Hollywood. Entre autres, Bong Joon-ho tourne utile, il fait très très peu de prises, il sait exactement les plans qu'il veut, et il ne se couvre pas. C'est-à-dire il n'est pas à l'américaine avec 15 caméras qui tournent et après on décide au montage. C'est une caméra, des séquences de dialogue, c'est champ contre champ, et parfois pas de plan d'ensemble. Et donc ça, c'était très déconcertant pour Chris Evans au départ. Donc je pense qu'au début, il y avait peut-être une méfiance vis-à-vis surtout de lui et du réalisateur, mais très vite, il s'est rendu compte que c'était une méthode qui fonctionnait, que ça tournait très bien, très vite. Et l'autre point qui m'a étonné, c'est qu'il fait monter les images au fur et à mesure sur le plateau. Vous avez un monteur qui est là, dans une petite tente, qui monte les plans, et après, les plans sont montrés à tout le monde, c'est-à-dire les comédiens, mais aussi aux gens de l'équipe. Donc ça crée une sorte d'émulation où on voit petit à petit le film grandir devant soi, et les techniciens qui étaient, on va dire, à 90% des techniciens étrangers, non coréens, ils se sont sentis investis dans le film, parce que le résultat était là jour après jour.
comme vous voyez un bébé grandir, vous voyez le film grandir scène après scène, scène après scène. Et voilà, donc c'était une organisation assez étonnante. Enfin, moi, j'avais été sur quelques plateaux, mais ça, j'avais jamais vu. Et si on pouvait faire la même chose ici, ce serait formidable. Mais je me demande si c'est pas lié à Bong Joon-ho ou à une méthodologie de travail coréenne spécifique. Est-ce qu'il a fait participer encore Jean-Marc Rochette dans d'autres étapes que la seule, justement, la reprise des droits? Est-ce que Jean-Marc Rochette a participé un petit peu aussi Il a eu la chance d'apparaître dans le film. Alors au départ, il n'était pas prévu qu'il y ait un personnage de peintre dans la première version du scénario. Et pour ceux qui connaissent le film, il y a un personnage du peintre qui a été inspiré directement de Jean-Marc Rochette. Donc Bong Joon-ho a inclus ce personnage, il lui a donné même une importance narrative dans l'histoire, de manière aussi à pouvoir amener Jean-Marc Rochette sur le plateau et de lui faire les dessins. Donc dès que vous voyez le personnage du peintre dessiné à l'écran, ce sont les mains de Jean-Marc Rochette que vous voyez dessinées en direct sur le tournage. Et sinon, Benjamin Legrand, lui aussi, est venu, et on peut les apercevoir à 2 reprises, je crois, dans le film. Il joue des gens qui sont en queue de train, des clodos, comme il dit, Jean-Marc. Et justement, comment a été accueilli le film en salle, déjà, 1 en Corée, 2 en France, parce que vous avez suivi ça? Et on parlera après peut-être des États-Unis qui sont un peu plus à nous. Mais en Corée, c'était la folie parce que j'ai eu la chance et la volonté de suivre Jean-Marc et Benjamin pendant toute l'aventure du film. Et quand ils ont été en Corée pour l'avant-première du film, je les ai suivis et là j'ai découvert. C'était impressionnant. Ils étaient reconnus dans la rue. Alors, chose qui n'arrive jamais en France, hein, personne ne sait qui sont Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand. Les gens les abordaient dans les cafés, dans la rue. Les 2 festivals auxquels ils ont participé, il y avait un festival de bande dessinée en banlieue de Séoul. Tout le monde se jetait sur eux. Ils ont fait une signature de bande dessinée. Enfin, c'était incroyable, tous les gens qui les sollicitaient tout le temps. Et après, à l'avant-première dans Séoul, c'était la même chose. Donc, je crois que l'anecdote la plus drôle que m'ait raconté Jean-Marc, c'est qu'ils étaient, je crois qu'il y a une forme de statistique qui est établie sur le nombre de clics ou le nombre de mots recherchés sur l'équivalent du Google coréen. Et ils étaient en tête des recherches, leur nom, Jean-Marc Rochette, Benjamin Legrand, était en tête des recherches sur le Google coréen la semaine où ils étaient là. Donc ils étaient bouleversés. On voit d'ailleurs un peu leur émotion dans le documentaire, quand ils se retrouvent confrontés à ça alors qu'ils étaient dans l'anonymat. Et en France, c'est un peu peut-être paradoxalement le contraire, c'est qu'il y a Bong Joon-ho qui apparaît vraiment peut-être devant, et on commence à apprendre que ça vient d'une adaptation. C'est peut-être dans l'effet inverse que ça se passe, non? Oui, exactement. Et ça, Jean-Marc Rochette, il le dit très bien, hein, mieux que moi, enfin vous le verrez, c'est que tout d'un coup, on a commencé à s'intéresser à lui, à son travail. Ses relations avec son éditeur se sont grandement améliorées, on va dire. Et après, il a pu connaître une sorte de seconde vie, alors qu'il était plutôt destiné à sombrer complètement dans l'oubli comme le transpersonnage. Et au niveau des États-Unis, puisque c'était le point. Alors les États-Unis, après moi j'ai pas été aux États-Unis suivre la sortie, mais la sortie a été tellement chaotique. Enfin, il y a des gens qui ont dû en entendre parler ici, mais les frères Weinstein, donc, qui avaient acheté les droits de distribution du film aux États-Unis, voulaient modifier le montage du film. Et Bong Joon-ho est quelqu'un d'intègre et qui exige de ses producteurs d'avoir le final cut sur ses films. Et lui, il a refusé. Donc, il y a eu une bataille, entre guillemets. Bong Joon-ho, c'est quelqu'un de très poli, de très diplomate. Donc, il a tenu bon. Il n'a pas voulu modifier son film. Mais le fait est que, alors ça, c'est peut-être une analyse personnelle, mais ça s'est produit aussi dans les faits, c'est que le film est sorti dans très peu de salles. Donc, je pense que la Weinstein Company a décidé un peu de torpiller la sortie salle du film parce que ce n'était pas le montage que eux voulaient. Et ils ont fait une sortie en VOD. Donc, le film a vaguement marché aux États-Unis, mais dans une combinaison de salles ridicule pour ce qui était considéré comme un blockbuster au départ. Par contre, ça a été la meilleure vente en VOD de l'histoire de Radius, qui est la branche VOD de Weinstein Company. Donc c'était une petite vengeance, mais indirecte. Voilà. Et il faut signaler quand même que le transpersonnage va être adapté apparemment en série. Ouais. Et ça sera Netflix qui va s'en occuper. Donc on peut voir jusqu'à où ça peut nous amener de faire une adaptation qui est partie, j'allais dire, de quelqu'un qui découvre une bande dessinée dans une librairie, une copie pirate, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Merci en tout cas pour ce partage de
de connaissances sur le sujet. Alors on en vient à Couleur de peau miel, Laurent Boilet, qui est un film d'animation alors vraiment très touchant, qui nous arrache des larmes. En tout cas moi personnellement, il y a une sorte de résonance qui m'a vraiment particulièrement ému sur l'adoption donc des enfants coréens des années 50, 60, 70 et sur leur cheminement entre leur part d'identité coréenne et leur part d'identité nouvelle française, quoi, ou belge, puisque là c'est dans le cas de Monsieur Young. Alors je vous propose de regarder la bande-annonce de Couleur de peau miel, et ensuite on regardera aussi le making-of sur la partie coréenne. Je suis un grand lecteur de bande dessinée. Il m'arrivait dans ces années 2000 d'en lire à peu près 300 par an. Et donc parmi ces 300 bandes dessinées, je suis tombé sur Couleur de peau miel, qui m'a happé par son récit. Et ce qui m'a plu dans ce récit, c'est d'une part la dimension autobiographique et la façon dont Jung racontait son histoire, mais aussi cette histoire aussi particulière de la communauté adoptée coréenne, qui est à mon sens un pays qui a une relation aussi particulière. Enfin, il n'y a aucun autre pays au monde qui a une relation aussi particulière avec sa communauté adoptée. Puis la Corée du Sud, c'est quand même un pays qu'on connaît assez mal en France, parce que historiquement, on n'a pas forcément eu beaucoup de relations avec ce pays. Donc toute la grande histoire autour de l'adoption et des raisons qui ont poussé à ce qu'il y ait autant d'enfants abandonnés et adoptés m'ont intéressé. Et puis la dernière dimension du livre qui m'a interloqué, c'était le fait que Jung n'était jamais retourné donc, dans son pays d'origine. Il avait, quand je l'ai rencontré, plus de 40 ans. Et comme il était allé dans déjà plusieurs autres pays d'Asie, je me suis dit que ce n'était pas innocent s'il n'était pas retourné dans son propre pays. Ça cachait sans doute des raisons. Et donc c'est ces raisons qui m'ont donné envie de le rencontrer. Donc j'ai contacté son éditeur, qui lui m'a mis en relation. Et donc on a organisé un rendez-vous et on s'est rencontrés comme ça. Et petit à petit est né ce projet de film. Alors vous avez choisi d'utiliser, on va dire, de l'animation et aussi des prises de vue réelles. Alors comment c'est venu cette idée? Effectivement, on entend qu'il ne voulait pas faire un documentaire, ou ce n'était pas le but de faire un documentaire, mais comment on part sur l'idée de faire moitié-moitié, c'est-à-dire de montrer, enfin pas moitié-moitié, mais de montrer en tout cas des plans d'animation conventionnels, et après d'utiliser des champs visuels liés à ce qu'on touche dans les longs métrages cinématographiques. C'est pas du tout une raison de genre, c'est pas un concept qui m'a poussé à développer cette idée, c'est vraiment l'histoire. C'est-à-dire que le dessin a toujours été le moyen d'expression de Jung, donc à partir du moment où on s'attaquait à une histoire autobiographique, quoi de plus naturel que de prendre le moyen d'expression de la personne dont on raconte l'histoire et qui raconte sa propre histoire. Donc il y avait une véritable légitimité à utiliser l'animation pour raconter son passé. Par contre, pour la dimension plus contemporaine, la dimension plus de l'homme adulte, moi, il m'a semblé plus intéressant d'utiliser la prise de vue pour aller capter ce qui allait se passer dans la tête de cette personne qui retournait 40 ans après. Et le mettre en animation, c'était sans doute projeter une vision d'auteur sur ces personnages, alors que l'image réelle, en plus quand c'est lui qui incarne son propre rôle, permettait d'aller capter une réalité que l'animation met forcément à distance. Voilà. Donc dès le départ, moi quand je lui ai présenté le projet, il y avait tout de suite cette volonté d'aller sur ces deux aspects, parce que ça m'a semblé évident, pour des raisons narratives. Et en termes de coproduction, comment ça s'est déroulé alors? Parce que c'est une coproduction française et belge. Oui. C'est pas une coproduction avec la Corée, donc il faudra peut-être l'expliciter. Enfin, pour une toute petite partie, mais vraiment infime. Donc voilà, est-ce qu'on peut en parler? Alors c'est une production qui s'est montée un peu bizarrement, parce qu'en fait, quand j'ai eu ce projet, je voulais justement voir ce que pouvait donner le mélange d'images réelles et d'animation. Et donc, j'avais déjà fait plusieurs films avec le studio d'animation de France Télévisions. Et quand j'en ai parlé au responsable de ce studio, il m'a proposé de me donner les moyens pour réaliser une bande-annonce. Et donc, j'ai réalisé une bande-annonce d'un film qui n'existait pas. Et cette bande-annonce, je l'ai mise sur Internet. Et en fait, la production française a été contactée par Cinéar, qui est un grand distributeur belge, et qui a dit je voudrais distribuer le film.
Sauf que le film n'existait pas, il y avait juste cette fausse bande-annonce qui existait. Et donc de là, s'est montée la coproduction belge qui apportait à peu près 30% du financement, et le reste du financement était quasi à 60, enfin un tout petit peu moins de 70% français. Donc il y avait France 3 Cinéma, France 3 Télévision, et puis on a eu 6 régions de France qui nous ont soutenus dans le projet. Ce qui peut faire rêver, mais qui ne fait pas rêver le réalisateur, parce qu'en fait, le film s'est fabriqué sur 10 lieux de production. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai vécu sur 10 lieux de production, où je voyageais toutes les semaines dans un des lieux de production. Pour dire que la production influence aussi beaucoup la manière de travailler du côté artistique. Et aujourd'hui, le fait que les films d'animation ne sont pas considérés dans les accords de coproduction, est-ce que ça a été un blocage pour vous? Est-ce que vous n'avez pas du tout... Ça n'a pas été un blocage financier parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas avoir tous les pays du monde chaque pays cherche à des avantages. Enfin, chaque producteur de chaque pays a des avantages particuliers à être minoritaire ou majoritaire. Et au bout d'un moment, tout le monde ne peut pas être majoritaire dans le film et tout le monde ne peut pas atteindre des taux de participation minoritaires, mais à degré important. Donc, à un moment donné, il faut que la production fasse des choix. En fait, il y a une toute petite partie de l'animation 2D qui a été faite en Suisse. Et c'est cette partie-là que j'aurais trouvé avoir du sens d'être faite en Corée du Sud. J'aurais bien voulu qu'il y ait une toute petite partie de l'animation qui se fasse en Corée du Sud, juste pour le symbole, par rapport à l'esprit et les thèmes qui sont véhiculés dans le film. Ça me semblait avoir du sens que ça se fasse en Corée du Sud. Mais c'était plus une question de sens pour moi qu'une question financière, ou en tout cas de production. Et le projet, globalement, il s'est déroulé sur combien de temps? C'est-à-dire, il y a l'animation effectivement qu'on voit, les dessins de Jung, il y a aussi les prises de vue réelles. Comment ça s'est déroulé? Par quelle étape? Voilà. J'ai lu le livre en fin 2007 et le film est sorti en juin 2012, donc ça fait un peu moins de 5 ans entre l'idée et la sortie du film. Et sinon, il y a eu 1 année de scénarisation, 1 année de recherche de financement et 2 ans et demi de production véritablement sur le film. Donc ce qui est assez court pour un film d'animation. Vous avez dit combien de lieux de production et du moins comment ça s'est déroulé? Alors, donc avec le tournage en Corée du Sud, ça fait 1, et sinon pour la post-production, pour le montage, toutes les étapes de post-production et l'animation, il y a eu 10 lieux de production en France, en Belgique et en Suisse. Et, comment Jung a ressenti justement de participer lui pleinement dans l'histoire, devant l'écran? Est-ce qu'il a pris ça pour quelque chose, voilà, parce qu'il se retrouve mêlé à son histoire de famille, et en même temps il doit être, il est sur les écrans. Comment on arrive justement à gérer le côté d'ombre qu'on a, qui est lié à notre intimité familiale, et le côté de lumière qui doit être exposé dans le film? On le gère comme on peut, c'est-à-dire des fois c'est bien pour l'humain, des fois c'est mal pour la production, pour le film, parce que on se devait d'à la fois respecter ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, ce qu'il avait envie de donner au film et de ne pas donner. Et puis à la fois, ses envies, elles pouvaient être contraires à l'intérêt du film. Donc moi, j'avais un rôle de devoir le solliciter, des fois le pousser dans ses retranchements, quitte à ce que de temps en temps, il lâche plus et qu'il finisse par accepter soit de faire certaines choses, soit de partager d'autres choses. Et puis à d'autres moments, de se dire non, je sens que c'est pas possible pour lui d'aller plus loin, donc il faut respecter, parce que c'est son intimité, c'est son histoire. Et donc on n'est pas en train de travailler sur des personnages de fiction ou des marionnettes qu'on peut utiliser comme on veut. Là, il y avait quand même un respect à avoir sur sa vie privée et sur son propre ressenti. Et comment était l'accueil du film en France, mais surtout en Corée du Sud? Est-ce qu'il y a eu justement une diffusion? Laquelle elle a été? Est-ce que vous pouvez Alors, en France, le film a fait un peu plus de 65 000 entrées. Ce qui est finalement pas beaucoup, ce qui est beaucoup pour ce genre de film où il n'y a aucun nom connu, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de voix célèbre, il est sorti avec 50 copies, mais bon, après il y a je sais plus de 15 films par semaine qui sortent, 15 films qui sortent chaque semaine, donc c'est extrêmement difficile de se faire une place dans les circuits d'exploitation. En Corée du Sud, il a été assez bien accueilli, j'ai aucun chiffre à vous donner parce que je ne les connais pas. Mais voilà, et après en Corée du Sud, je pense, fait partie de ces films d'auteur, qui est incomparable avec les grands succès dont on a parlé juste avant, par exemple.
Est-ce qu'il y a des anecdotes de tournage ou des choses qui se sont particulièrement bien passées ou mal passées quand vous êtes allé en Corée du Sud tourner pour les prises de vue réelles? Je pense que l'anecdote qui me revient le plus facilement, c'est une anecdote d'avant-tournage, un peu de préparation, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de relations avant-tournage un peu tendues entre la production, bon là c'était la production belge qui gérait l'aspect tournage, et le producteur sur place, qui était donc une société coréenne, mais qui était managée par un Français, donc ce qui en soi simplifiait assez bien les relations, ou du moins la communication. Mais le plus gros blocage, c'était le fait que nous, en France ou en Belgique, on a plutôt tendance à vouloir définir tous les détails d'un contrat, et une fois que tout est bien clair, on signe le contrat. Et là, manifestement, la culture coréenne demandait à ce qu'on signe d'abord le contrat et qu'on voyait les détails après. Et donc, mais pendant un mois avant le tournage, il y avait encore des incompréhensions et rien n'était signé, rien n'était acté, parce qu'il y avait cette incompréhension culturelle où le producteur, que je vais appeler coréen, même s'il était de nationalité française, disait « mais vous ne signerez pas de contrat dans les détails, vous verrez, c'est comme ça ». Et c'est vrai que j'avais en repérage plusieurs fois, je voulais tourner une séquence à la télévision coréenne, chez KBS, donc j'y étais allé plusieurs fois, et donc on avait demandé avec Sang-Gun Lee, qui était mon assistant, les autorisations, et à chaque fois le producteur de l'émission disait venez nous demander une semaine avant. Et moi je disais à Sang-Gun, mais c'est pas possible, on peut pas, on a un planning de tournage hyper précis, il faut qu'on ait la garantie que le 3e jour de notre arrivée, on puisse tourner cette séquence. Et en fait, voilà, ça se passe comme ça. Il y a des différences culturelles et je pense que nous, Français, d'autant plus nous, Français, on est très habitués à ce que le monde tourne comme en France et on a beaucoup de mal à s'adapter aux autres fonctionnements et à s'imaginer que ça puisse marcher autrement. Mais moi, j'avoue que les Coréens ne m'ont pas surpris. C'est leur façon de faire qui m'a surpris parce que c'était pas dans mes références. Mais par contre, en effet, on a vu tous les détails après et ça s'est très très bien passé. Mais après, il y a les différences culturelles, elles existent même entre la France et la Belgique, même si on parle le même langage, la même langue, quoique, parce que j'ai une petite anecdote, en fait, suite à ces tensions, je me souviens de la productrice belge qui arrivait dans le premier jour et qui, dans le taxi, parle avec le producteur français, donc français-coréen, et qui lui dit, dans un langage tout à fait belge, il utilise une expression tout à fait belge, et dit « Est-ce que tu sais m'organiser un rendez-vous avec une personne ?» Et lui, au bout d'un mois, ça faisait un mois qu'ils étaient par mail interposés, qu'ils se dialoguaient gentiment, si je puis dire, et lui dit « Mais bien sûr que je sais ». Sauf qu'en Belgique, le verbe savoir, ça veut dire pouvoir. Donc elle, sa question, c'est est-ce que tu peux m'organiser? Et donc voilà, vous voyez, il y a même des différences culturelles entre la France et la Belgique, même en parlant la même langue. Très bien, en tout cas merci pour ce retour d'expérience, même entre la France et la Belgique. Alors, entre la France et la Corée ou la Belgique et la Corée, on s'imagine ce qui peut arriver. Alors, Lyon, de votre côté, vous avez produit l'un des premiers grands succès en salle pour les films d'animation coréens, qui est le long métrage donc Leafy and Into the Wild, adapté d'un livre pour enfants, qui a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires en 2000 notamment, qui est sorti en 2000, publié. Et c'est presque un point de départ pour la pérennité en fait, des films d'animation coréens, puisque on en reparlera après la bande-annonce qu'on va lancer, mais les films coréens d'animation n'ont pas eu de grand succès en salle des années 2000 à 2010. Donc on va en parler après, et on va regarder maintenant la bande-annonce donc, de Leafy and Into the Wild. Oui, alors la première question, c'est... vous avez, j'allais dire... produit des films, des longs métrages de Park Chan-wook, de Kim Ki-duk et d'autres, de Im Kwon-taek. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez voulu produire un film d'animation? 저는 1995년부터 2015년까지 20년 동안 한 36편 정도의 영화를 만들었습니다. Alors bon, j'ai produit environ une vingtaine de films, 36 films pardon, entre 1995 et 2015. 그 중에 유일하게 한 편 애니메이션이 마당을 낳은 암탉인데 가족들이 보는 영화를 만들고 싶었습니다. 그래서 어린아이들이 주인공으로 하는 실사 영화를 2번 정도 만들었는데 다 성적이 좋지 않았고 그래서 애니메이션 영화를 할 소재를 늘 찾고 있었죠.
J'ai toujours voulu effectivement faire un film destiné à toute la famille. J'en avais fait en deux en fait où c'était les enfants qui avaient les rôles principaux et finalement ça n'a pas marché du tout. Donc du coup j'ai toujours voulu chercher en fait un sujet qui pourrait faire en fait un film d'animation. 유독 한국 영화가 많이 발달했지만 애니메이션 쪽은 한국 아이들이 늘 외국 애니메이션을 봐야만 하는 것을 어떻게든 극복하고 싶었습니다. J'avais envie de surpasser en fait ce côté où les enfants coréens étaient obligés entre autres à regarder que des animations étrangères et j'avais vraiment voulu créer en fait un film d'animation purement coréen. 한국에서 애니메이션이 그동안 없었던 이유는 인건비가 많이 들기 때문에 제작비가 비싼데 반면에 한국에서 극장에서 애니메이션이 성공해 본 적이 없기 때문에 어려웠습니다. La raison principale pour laquelle où il n'y avait pas eu beaucoup de films d'animation à succès en Corée, c'est que tout simplement les coûts de production sont très très élevés par rapport en fait aux recettes qu'on pourrait avoir en fait quand les films d'animation sortent en salle. 좋은 그림 저희가 한국 애니메이터들이 일본 애니메이션 또 미국 애니메이션의 하청 일을 하면서 좋은 기술을 가지고 있었지만 연출적인 경험과 또 좋은 이야기가 없는 게 한계라고 생각을 했었습니다. En fait, ce qui était dommage, c'est qu'il y avait énormément de spécialistes dans le domaine de l'animation qui travaillaient ou qui sous-traitaient en fait des animations pour le Japon ou pour les États-Unis, mais malheureusement, on n'avait pas assez de talent, on va dire, sur la partie réalisation pure ou le scénario, donc du coup, c'était un petit peu limité. 그러던 중에 저 원작 마당을 낳은 암탉이라고 하는 아이들이 보기에도 좋고 어른들이 보기에도 좋았던 훌륭한 원작을 만날 수 있었습니다. 저 원작은 양계장을 탈출한 암탉이 야생에서 만나게 된 청동오리를 키우면서 겪는 갈등과 그 아이를 떠나보내는 그런 이야기입니다. Donc j'ai eu par hasard l'occasion de découvrir en fait donc cet ouvrage et ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'était un sujet qui a été effectivement très bien adapté aussi bien pour les enfants mais aussi bien pour les adultes. Donc du coup, ce sujet m'a vraiment intéressée et l'histoire en fait de cette animation, c'est en fait une poule donc qui s'évade de son poulailler et qui rencontre un petit canard dans la nature et qui commence à l'élever. Et qui rencontre donc du coup des difficultés, qui vit aussi plein de petits moments assez atypiques. 좋은 이야기가 있으면 그것은 영화로 만들 수 있다고 평소에 믿고 있었기 때문에 저 이야기를 애니메이션으로 하기로 결심을 했는데 문제는 투자를 받기가 매우 어려웠습니다. Et moi, j'étais toujours persuadée que si le sujet est bon, ça peut en faire un film sans souci. Donc, j'ai décidé d'en faire un film avec cette histoire. Sauf que ce qui était vraiment difficile, c'était de trouver en fait les investissements. 저 영화를 만들기 위한 제작비는 한국의 극장에서 관객이 130만 정도가 들어야지만 손해를 보지 않는 거였습니다. Alors donc pour faire ce film, il fallait qu'on réussisse à faire environ 13 millions d'entrées en salle pour faire ça, pour ne pas être perdant en fait pour la production de ce film. 근데 그때까지 한국 영화의 최고 관객 기록은 70만이 든 영화가 최고 기록이었습니다. Et en fait, ici, les animations en Corée, en fait, on n'a jamais réussi effectivement à faire ce record-là. 그래서 그동안의 기록을 깨야지만 된다고 하니까 투자를 받기가 매우 어려웠는데요. 그래서 애니메이션 영화가 아니고 그동안 우리가 만들어온 일반적인 한국 영화로 봐줄 것을 투자자들에게 부탁을 했고 저기 목소리의 주인공도 그래서 문소리 씨와 올드보이로 유명한 최민식 씨가 목소리로 출연했습니다. Oui, pardon, c'était 1,3 million. Et donc du coup, oui, oui. Et étant donné qu'on m'a demandé en fait à ce que les résultats soient les meilleurs en fait qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors en fait dans l'histoire de l'animation coréenne, j'ai essayé effectivement de travailler avec des acteurs et des actrices connus comme Moon So-ri ou Choi Min-sik pour qu'ils puissent faire l'adaptation des voix.
그리고 관객들은 새로운 도전에 대해서 좀 우호적으로 봐주는 경향이 있기 때문에 저 영화가 일정한 그 완성도를 보여주고 관객들의 사랑을 받은 이후부터는 저 영화는 기존의 70만 관객 기록을 넘어서 220만까지 볼 수가 있었던 것 같습니다. Donc c'est pour ça que, étant donné qu'en Corée en fait aussi le public est assez ouvert quand il s'agit en fait par exemple des réalisations par des personnes qui ont déjà fait leurs preuves entre guillemets, donc je pense que ça a aussi aidé grandement en fait à ce que cette animation puisse être bien vue par le public coréen. 지금은 저 영화의 성과에 힘입어서 그 다음 또 애니메이션을 준비하고 있습니다. Et grâce au succès en fait de cette dernière animation, je suis également en train de préparer donc un deuxième film d'animation. Mais là, vous coupez dans une de mes questions, parce que j'avais posé aussi ça. Mais une autre chose aussi, c'est que, comment dire, qu'est-ce qu'il y a comme grande différence en fait quand on est producteur entre produire un film d'animation et produire des films de long métrage cinématographique conventionnel? Quelles sont vraiment les grandes tendances différentes? Est-ce que les partenaires financiers ne sont pas les mêmes? Est-ce qu'il y a un travail qui est particulier avec les studios d'animation? Voilà. Quelles sont les grandes différences, on va dire, entre produire un film d'animation et produire un film conventionnel, un long métrage cinématographique? 기술적인 부분은 굉장히 그림을 그리고 뭐 이런 기술적인 부분은 굉장히 다르다고 생각을 합니다. Évidemment, sur le plan technique, c'est totalement différent. 하지만 그 외에 모든 것이 똑같기 때문에 시나리오의 완성도를 높여야 되고 똑같이 프로덕션을 하고 똑같이 포스트 프로덕션을 하기 때문에 근본적으로는 큰 어려움이 없다고 생각을 합니다. Mais sinon, sur tout le reste, notamment sur l'écriture du scénario, essayer de performer en fait le scénario ou le film au niveau du montage ou la post-production reste toujours en fait assez identique, donc ça n'a jamais été vraiment une difficulté particulière. Est-ce que le marché aujourd'hui est porteur? C'est-à-dire depuis le succès donc, de l'IFI, vous avez donc un nouveau projet, mais justement, est-ce que vous pourrez déjà nous en parler un petit peu peut-être, mais est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui le marché a vraiment des capacités justement à accepter des films d'animation et de les retrouver dans le box-office coréen? 급격한 변화가 생긴 것은 아니지만 그 이전에 하지 못했던 저희가 가본 데까지의 투자랑 그런 제작은 이루어지고 있는 것 같습니다. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu un changement phénoménal. Mais en tout cas, ce qui est palpable, c'est qu'effectivement, il y a une petite évolution et on arrive enfin à mettre des choses en place qu'on n'arrivait pas auparavant. Et quelles sont les sources de financement habituelles des films d'animation? Est-ce que c'est toujours les grands groupes dont on parlait, CIFI, Lotte, Showbox, etc. Ou est-ce que ce sont d'autres types de financement? Est-ce qu'il y a des financements institutionnels? Est-ce qu'on stimule l'animation en Corée du Sud? 애니메이션 경우는 한국의 영화진흥위원회 외에도 컨텐츠진흥원이라는 또 다른 그 지원 기관이 있습니다. 애니메이션의 가능성과 중요시 여기기 때문에 그곳에서도 또 지원을 하고 있고, 그 다음에 한국의 정책 자금에 해당하는 벤처 캐피탈 펀드에서도 애니메이션을 권장해서 투자하고 있습니다. 또한 글로벌 펀드를 만들어서 애니메이션 경우에 의무적으로 투자하게 만들어서 정책적으로는 애니메이션을 육성하려고 하고 있습니다. Oui, sur le plan des films d'animation, il y a aussi bien des organismes qui sont amenés en fait à investir dans les films d'animation en particulier, et notamment il y a aussi une sorte d'organisme qui essaie de promouvoir vraiment le film d'animation en particulier, notamment sur le contenu, sur tout ce genre de plan-là. Et derrière, il y a aussi en parallèle des sociétés, des fonds globaux pour essayer de promouvoir et d'investir dans des films d'animation. 그래서 그 국제 간의 공동 제작을 시도할 경우에 애니메이션 그 펀딩이 한국에서 훨씬 쉬운 편입니다. Donc c'est pour ça qu'il est plus facile en fait en Corée de trouver des investissements pour les films, la réalisation en fait la production des films d'animation en ce moment. Et justement, votre nouveau projet alors se portera sur quel sujet, ou est-ce que vous pouvez nous faire un teaser?
마당을 나는 암탉은 2D 애니메이션이었는데 이번에는 조금 더 3D 애니메이션을 준비하고 있고 예산도 훨씬 더 많이 들어가는 작품이 되겠습니다. 그리고 이야기는 동물원을 탈출한 꼬마 곰과 길거리에 있는 버려진 강아지 그리고 동물원을 같이 탈출한 앵무새 새 동물들의 모험이 되겠습니다. Donc là, en fait, mon premier, c'était plutôt un film d'animation en 2D. Là, je suis en train de préparer actuellement donc un film d'animation en 3D. Et l'histoire, en fait, ça raconte l'histoire d'un petit ourson en fait qui va s'évader du zoo, qui rencontrera en fait un petit chiot errant dans la rue et un troisième personnage qui consiste en fait à être un petit perroquet. Et c'est une aventure avec ces trois animaux-là. 이 프로젝트는 중국하고 합작을 생각을 해왔는데요. 뭐 기회가 된다면 프랑스하고도 같이 할 수 있으면 좋을 것 같아요. En fait, j'ai pensé à faire une coproduction au départ avec la Chine, mais s'il y a l'opportunité, je suis ouvert aussi pour faire une coproduction avec la France. Bah, espérons-le en tout cas que ça tombera dans de bonnes oreilles. Et justement, en tout cas, je vous remercie de ce partage d'expérience sur l'IFI. Et justement, Ron Diens, vous qui cherchez. Parce qu'on discutait en fait avec Ron Diens quand on préparait la table ronde et il me disait oui, je suis intéressé par faire des coproductions sur l'animation. Et, voilà, et justement, Lyon, donc cherche des coproducteurs, sait-on jamais, hein, peut-être qu'après. Voilà, et voir les détails après, voilà, tout à fait. Donc, vous avez produit le court-métrage Man on the Share de Dai Dian en 2014, et on va regarder la bande-annonce. Non, on va regarder en entier, j'allais dire la bande-annonce, on regarde le court-métrage en entier maintenant. Oui, alors, Ron Dian, je vois tout de suite à la fin, il y a la CG Fondation qui a participé alors. En fait, donc il faut que je remette le contexte de ma rencontre avec Dai Yang. En fait, j'étais jury pour des diplômés de fin d'études à l'école des Arts Déco, donc l'ENSAD, les Arts Déco à Paris. Et donc on devait mettre plus ou moins des notes, etc. Et j'avais beaucoup apprécié son film de fin d'études, et ainsi qu'il y a une autre élève qui s'appelle Céline Deveau, qui est justement nommée au César. Donc c'était une très très belle promotion cette année aux Arts Déco. Et j'ai proposé à Dai, comme je propose à certains auteurs qui m'intéressent, mais qui vont être difficiles à financer parce que c'est une cinématographie un peu particulière, notamment culturelle. Je lui ai proposé de travailler sur un projet que j'ai lancé, qui est un projet sur le thème de la désobéissance. À savoir que quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, j'ai trouvé que c'était important de désobéir. Je le pense toujours avec François Hollande. Et voilà. Et donc j'ai proposé une collection de films courts sur la thématique de la désobéissance, puisque quand on est enfant, on nous apprend à ne pas désobéir, mais quand on grandit, on s'aperçoit que c'est quand même un peu important. Et évidemment, aucune télé n'a voulu participer au projet. Mais moi, je voulais vraiment le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à des auteurs, confirmés ou pas confirmés, je leur ai proposé de leur donner un peu d'argent, pas beaucoup, mais qu'ils aient l'opportunité d'être complètement libres sur leur projet. Donc, c'est une somme qui n'est pas énorme, c'est 2000 €. Hein. Donc, c'est pas beaucoup. Et j'ai proposé à Dai de travailler sur cette thématique. Il faut savoir que mon objectif dans ce projet est de ne pas du tout être interventionniste comme un producteur peut l'être. C'est-à-dire que je donne cette somme-là et l'auteur a le temps qu'il veut pour faire son film sur la thématique est imposée, donc c'est évidemment la désobéissance, mais après le sujet est complètement libre. Et donc moi je n'interviens pas, contrairement à des films pour lesquels je cherche du financement. Là j'ai juste un rôle d'apporteur d'argent au début. Et ensuite, il y a des contraintes évidemment pour le réalisateur, c'est de faire un film d'au moins 3-4 minutes avec une somme qui n'est pas très importante. Mais ensuite, après, donc nous on se charge de distribuer le film et de reverser 50% des recettes. Donc c'est arrivé sur certains films, notamment un film qui était sélectionné à Venise, de récupérer plus de 30 000 € et donc finalement de très bien, parfois mieux financer le réalisateur après coup que s'il avait été financé sur un tournage classique. Et donc on a fait une
douzaine de films comme ça, on continue, ça dépend vraiment des auteurs que je peux rencontrer. On a un film qui a eu l'Ours d'Argent, un film japonais d'ailleurs de Atsushi Wada qui a eu l'Ours d'Argent à Berlin dans le cadre de cette collection sur la désobéissance. Un autre qui était à Venise. Le film de Dae a été sélectionné à Cannes à la Semaine de la Critique et il a gagné le Cristal à Annecy. Voilà, donc pour 2000 €, vous pouvez imaginer que je suis le producteur le plus heureux du monde. Et on travaille sur un nouveau projet avec Dae qui est un projet évidemment après ce galop d'essai où on a appris à se connaître. Sur un projet qui est beaucoup plus ambitieux, sur lequel évidemment elle est pour le coup vraiment beaucoup mieux payée, normalement payée je dirais, et elle est rentrée en coproduction puisque entre-temps elle a créé sa maison de production en Corée, puisqu'elle vit en Corée maintenant, et évidemment dans les clauses qu'on avait définies sur ces 2000 €, elle était complètement libre, elle de son côté, de chercher des financements si elle voulait, qu'elle pouvait récupérer de son côté, donc je crois qu'elle a eu le COFIC pour 8000 €, et donc c'est de l'argent qui lui a permis justement de pouvoir pas trop mal vivre pendant qu'elle fabriquait son film en Corée. Voilà, donc c'est une démarche qui est intéressante pour l'auteur, de son côté, de faire un travail un peu de producteur pour elle-même, quoi. Quels sont les canaux de diffusion qu'il y a en France? Bon, bien sûr, il y a les festivals, mais qui donnent de la valeur justement et qui apportent une légitimité après pour faire d'autres cours ou d'aller vers le long. Et pareillement, est-ce que vous êtes intéressé justement à des canaux de diffusion en Corée du Sud pour le travail de Dae? Alors, donc en fait, il y a pas mal de questions là-dessus. Je dirais que le fait d'être sélectionné à Annecy et à Cannes, évidemment, a intéressé des télévisions d'abord françaises. Donc Canal+ nous a acheté le film et pas préacheté le film, et a ensuite préacheté le film suivant de Dae, vu la qualité du film et les nombreuses sélections du film. Donc Canal+ a suivi sur le deuxième film, tout comme le CNC a suivi sur un film c'est des films qui sont assez difficiles en fait je dirais pour nous en France. On en parlait, Laurent en parlait un petit peu. C'est que on a une appréhension du monde qui est celle de notre culture, et évidemment les autres pays ont d'autres appréhensions du monde. J'ai déjà travaillé donc avec le Sénégal, j'ai travaillé avec la Russie, et j'ai souvent eu du mal à financer ces films parce que c'est des façons de raconter des histoires qui sont complètement différentes, qui sont tout aussi belles, mais qui sont différentes. Et évidemment, quand on va dans des commissions, les gens des commissions, la plupart du temps, ont l'habitude de regarder avec leur propre code de lecture et ont du mal, évidemment, à faire un effort, surtout quand ils ont 40 courts-métrages à lire, ils ont du mal à faire un effort pour comprendre les métaphores, la culture, les cultures différentes. Et on voit que la narration, par exemple, du film de Dae est très décalée par rapport à notre façon de raconter des histoires en France. Et donc c'est pour ça que ce galop était intéressant aussi pour rassurer, et puis pour une deuxième étape de financer davantage le film suivant. Est-ce que les auteurs de ces courts-métrages arrivent à vivre de leurs courts-métrages? Parce que là, on parle justement de petites sommes. Et voilà, pour la professionnalisation, qu'est-ce qu'ils font à côté, ou quelle est leur situation actuelle? Exemple, dans le cas de Dae, comment fait-elle justement pour vivre de ce travail-là? Là, sur le nouveau film, comme il est beaucoup plus financé, tant en Corée qu'en France, elle peut vivre pendant son travail, elle peut vivre du film. En France, on a l'avantage de l'intermittence du spectacle qui permet justement de récupérer, enfin d'avoir des aides de la part donc du gouvernement pour compléter le salaire qu'on peut avoir en tant que réalisateur, technicien, etc. Je crois pas que ce système existe en Corée, mais en tout cas, elle a réussi à avoir un financement suffisamment correct qu'elle a couplé ensuite à un salaire que nous, on lui a versé, puisqu'on a trouvé plus d'argent en France. Et on a travaillé en coproduction de la manière suivante sur ce film. Elle a travaillé en grande partie en Corée, et ensuite elle est venue parce qu'on a eu l'aide de la région Alsace. Donc elle a fait une partie de son travail également en région Alsace avant de le terminer en Corée. D'accord, très bien, merci encore pour ce partage. Prakash Topsi, donc comme on l'a dit avant, vous avez réalisé des épisodes de Ava, Rico et Théo, qui était une série d'épisodes de 6 minutes, qui est une coproduction entre la France et la Corée du Sud. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement,
À quoi ça, quelles étaient les parties françaises et quelles étaient les parties coréennes? Comment ça s'est passé justement ce travail entre les deux pays? Bon, alors c'était déjà une série pour la télé, donc on est plus là dans le divertissement aussi. Il n'y a rien de sérieux plus que ça, hein. C'est pour amuser les enfants et les placer devant la télé quand on fait la vaisselle. Et après, on n'a pas la même façon de raconter l'histoire en Corée et en France, ça c'est clair, parce qu'en fait il y avait un vrai partage qui devait être fait sur la série que je faisais. Alors c'était un auteur français qui faisait du papier découpé. Les anciennes générations, comme la mienne, doivent se rappeler de Papy-Vol. Voilà. Et donc c'était le même auteur. Et du coup, on a fait un truc en papier découpé, mais qu'il fallait produire en grande série, parce que c'est 6 minutes, mais c'est 78 fois 6 minutes. Donc ça fait quand même pas mal d'heures de film. Il y avait une vraie volonté de partage, parce que c'est une vraie coproduction, moitié-moitié. C'était vraiment un cofinancement et un vrai intérêt sur cette série des deux parties. En fait, on s'est retrouvés embêtés parce qu'on n'avait vraiment pas du tout la même façon de raconter l'histoire et du coup ça n'a pas marché. À tel point que on a raconté en France les histoires. En fait, les Coréens, ils n'arrivaient pas à trouver d'auteurs assez internationaux, quelque part, pour essayer de compléter l'histoire. Alors, il y avait de bonnes histoires, mais en fait, moi, j'étais un peu déçu parce que j'imaginais que la Corée allait être une sorte de mine d'idées, de symbolique et tout ça pour cette petite série. Mais en fait, non. Ça l'était moins que je pensais. Après, sur tout ce qui est technique, animation et tout ça, il y a eu un vrai partage. En fait, le producteur coréen a monté un studio exprès pour faire cette série. Et c'était fait en After Effects. Et là, on s'est retrouvé avec une autre problématique, c'est qu'en France, on cherche des animateurs. On s'en fiche un peu, que ce soit 3D ou 2D. Alors qu'en Corée, un animateur 3D n'est pas un animateur 2D, qui n'est pas un animateur sur After Effects ou d'autres systèmes d'ordinateur. Et donc là, on s'est reconfronté à une nouvelle problématique. C'est qu'il n'y a pas d'école vraiment qui forme à la forme d'animation qu'on voulait faire. Donc du coup, le producteur coréen a dû former lui-même tous les animateurs. Voilà. Et ça s'est fait, hein. C'était vachement bien. Voilà. Et donc je suis parti en Corée assez régulièrement, parce que vraiment il y avait le partage du film, c'était vraiment 50-50. Donc j'ai réalisé avec les équipes coréennes le film là-bas sur l'animation, tout ça. Et en fait, ils sont comme nous, hein. Alors si on veut voir la différence, un dessinateur coréen, un dessinateur français, c'est exactement le même. Ils portent la même casquette, ils mangent la même chose. Sauf que nous, c'est du pain, puis là-bas, c'est du kimchi. Mais à part ça, il n'y a pas une grande différence. Et moi, j'ai aimé la Corée, en fait, du coup, parce que c'est quand même un beau pays. Voilà, après, quoi dire de plus? Enfin, si, il y a des choses qui sont vraiment différentes. Nous, quand on arrive au doublage son, nous, on passe sur des bandes synchronisées, c'est-à-dire qu'il y a le texte qui défile, et puis les bouches qui parlent, et puis en même temps, les comédiens essayent de se synchroniser en voyant le texte défiler. En Corée, ça ne se fait pas du tout comme ça. En Corée, c'est des comédiens, ils apprennent le texte, ils lisent beaucoup, et ils jouent directement en voice-over sur l'image. Et c'est une autre façon de faire, mais c'est pas mal aussi. Au début, j'étais un peu décontenancé, mais c'est vraiment, ça marche très bien parce que les comédiens, qui sont les mêmes qu'ici, hein, là, il n'y a pas de différence non plus culturelle, et ils ont les mêmes envies. Ils essayent de vivre dans le théâtre, ils n'y arrivent pas. Alors ils font des voix, enfin c'est les mêmes. Et par contre, en fait, ils rentrent dans le personnage beaucoup plus fortement parce qu'ils ont vraiment
lu le scénario, appris leur texte pour partir directement sur les voix. Donc ça, c'était très bien. Oui, Donc voilà, c'est pour ça que je dis, nous, quand on a fait cette série, on l'a vraiment pensé des deux côtés, des deux pays, France et Corée. Et d'ailleurs, ça a marché parce qu'il a gagné un prix à l'époque, en 2008, donc c'est vieux, mais on a fait une deuxième saison l'année dernière, donc c'est pas si vieux. Et ça a gagné un prix de la meilleure animation délivrée par le ministère de la Culture. Donc quelque part, c'était pas mal. Et au niveau des financements, alors, ça se déroulait comment? C'est-à-dire, c'est du côté coréen, c'était des chaînes de télévision, des investisseurs? Alors, oui, au niveau coréen, il y avait CBS, et puis donc une chaîne qui est comme Gulli en France, ne passe vraiment que pour la jeunesse, hein, de tout, de l'animation, mais aussi, ils font des concerts, c'est vachement bien d'ailleurs, hein. Ils font des lives tous les matins, une fois par semaine, c'est vraiment pas mal. Et il y a un organisme, je crois que c'est Coca, ça s'appelle, c'est un peu une sorte de CNC, qui subventionne aussi les séries télé. Et puis nous, en France, c'est pareil, hein, c'est CoPro, chaîne, c'est mélange CNC, autres organismes de financement et banques qui font des prêts. Et ça, bon, les producteurs en parlent mieux que moi. Et sur Titeuf, alors aussi, parce que vous avez aussi... Alors Titeuf, non, c'était plutôt en Chine. Moi, j'ai fait une autre série qui s'est faite en Corée, qui était aussi une coproduction. Donc c'était Fish and Chips. C'est passé essentiellement sur Gulli. Ça a eu un très gros succès en France. Pour ceux qui avaient l'âge de regarder, mais il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Et c'était entièrement en 3D, fait dans les studios de Samg à Séoul. Et qui est une vraie coproduction. En fait, c'est un projet qui avait même été initié à la base par la Corée. Et c'est là plutôt la France qui trouvait ça très intéressant de le faire. Voilà. Donc, et donc, bah voilà, et c'était un 13 x 52. Enfin voilà. Les appels du pied, c'est-à-dire, est-ce que c'est les Français qui vont vers les Coréens justement pour des coproductions, ou est-ce que c'est aussi le contraire? Ça va dans les deux sens, ou est-ce que ça va... Là, moi, ce que j'ai vécu allait vraiment dans les deux sens. Il y avait, moi, j'ai vraiment vécu, voilà, comme Monsieur Youn qui cherche un coproducteur et qui le dit haut et fort. Par exemple, Samg, Fish and Chips, c'est les Coréens qui ont démarché les coproducteurs. Puis en France, c'est plus facile de produire. On a quand même un gros pourcentage de fabrication de films d'animation en Europe. On est un des premiers pays à venir voir en cas de coproduction, en tout cas en Europe. La volonté aussi de partager et d'avoir des nouveaux territoires de vente et de reconnaissance. Et vraiment, la coproduction se fait dans les deux sens. Voilà. On n'est pas du tout sur un mode de fabrication où on cherche à fabriquer pour moins cher. Et dans ce cas, c'est nous qui allons plutôt voir l'étranger pour fabriquer. Mais la coproduction, ce que j'en ai vécu, c'est vraiment... j'ai travaillé sur des projets initiés par les Coréens ou initiés par la France, et que des Coréens ont pris avec intérêt. Et au niveau des formats ou autres, est-ce que, exemple, le court minutage est beaucoup plus important, intéresse beaucoup plus les chaînes de télévision ou les producteurs, ou est-ce que des longs minutages, comme on en parlait aussi, sont tout aussi recherchés? Est-ce qu'il y a vraiment, voilà, est-ce qu'il y a des produits d'appel, si on peut dire, ou est-ce qu'il y a des éléments qui sont vraiment plus recherchés dans la coproduction, hein, ou peut-être simplement en Corée du Sud? Sur le minutage, de toute façon, bon, à peu près, faut savoir qu'une série télé, il y a une question de format due souvent à ce qu'on a envie de raconter ou à l'âge du public. Donc on va commencer sur du très court pour les petits, mais ce sera 70 x 6, et puis après on peut faire du 26 x 26, mais au niveau du temps, ce sera à peu près pareil, c'est une sorte de convention. Je me demande même si c'est pas un peu américain comme truc. Non, ça c'est vraiment une question de public en fait, le minutage. Est-ce qu'on a raconté et quels sont nos personnages ou quels sont nos scénarios?
Voilà, pour les petits, on ferait vraiment du court, parce qu'on n'a pas besoin de raconter pendant des heures une histoire à des petits à la télé. On fait ça en 5 minutes. On peut faire 2 épisodes, 2 petites histoires, c'est plus sympa, il y a plus de rythme. Et puis dès qu'on arrive sur de l'aventure, des choses comme ça, on va faire plutôt du 26. Et puis un peu plus de comédie, un peu sitcom, on va être sur du 13. Mais là, c'est vraiment un choix plus lié au public qu'on veut toucher. Et ça marche dans les 2 pays de la même façon, en fait. D'accord, très bien. Bien, on va arrêter cette table ronde. En tout cas, je remercie tous les intervenants qui ont participé à cette table ronde. J'espère qu'on vous a donné un aperçu de l'animation et de l'adaptation des bandes dessinées en film. Et puis, on va faire une petite pause, je pense. Et peut-être des questions, oui. Si vous avez des questions dans le public, sait-on jamais. Oui, il y en a une là. Anecdote de Casterman, parce que c'est vrai que la BD, moi je l'ai lue en 80, et d'imaginer que 30 ans après ça fera un long métrage. Pourquoi Casterman a mis si longtemps à répondre? Est-ce que vous avez pu enquêter? Et comment l'éditeur a... Parce que maintenant les éditeurs ils sont quand même très au fait de ça, non? C'est quoi l'histoire? Alors, j'ai pas spécialement enquêté parce que c'était pas une partie qui m'intéressait, mais je pense que c'était lié à je pense, un désintérêt pour le travail de Jean-Marc Rochette depuis très longtemps de la part de l'éditeur, parce que ces dernières BD publiées chez eux, il y avait eu le Tribut, je crois, et il y avait eu un deuxième volet du Tribut qui avait été payé, écrit et dessiné par Jean-Marc, mais qui n'a jamais été publié. Et donc je crois que c'était une mauvaise relation entre l'éditeur et le dessinateur. Et après, je pense qu'il y avait aussi, c'est mon analyse personnelle, à l'époque où Bong Joon-ho est venu solliciter Casterman, une sorte de désintérêt ou au moins une certaine ignorance vis-à-vis du cinéma coréen, des réalisateurs coréens et du potentiel qu'une adaptation pouvait avoir. Moi, sur le documentaire que j'ai commencé en 2006, terminé en 2012, j'avais été sollicité des producteurs en leur disant « Regardez, il y a quelque chose qui est en train de se passer ». Et les gens m'ont royalement ignoré parce qu'ils ne savaient pas en gros ce qu'était le cinéma coréen ou quel pouvait être l'intérêt d'une telle histoire. Et je crois que Casterman, vis-à-vis de Bong Joon-ho, ça devait être la même chose. C'est « Ah bon, c'est qui ce réalisateur asiatique? Il est chinois ?» Et ils n'ont pas donné suite, tout simplement, jusqu'à ce que ça devienne vraiment sérieux, quoi. Et d'autres questions, peut-être devant? Alors juste un instant, le micro va arriver. Oui, je voulais... voilà, il arrive. Pardon, bonjour, je suis storyboarder, je me présente. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, entre les investissements France et Corée, moi j'ai l'impression qu'il y a malheureusement le nerf de la guerre, c'est l'argent, parce que on m'a dit que pour un animateur français, charge patronale, avec ce qu'on paye pour un animateur français, charge patronale et salariale, avec ça, on peut se payer entre 17 et 23 Coréens. Cette source, c'est le directeur du studio d'image qui faisait partie de AB Productions, qui était venu faire une conférence au Gobelin. Et quand on lui avait demandé pourquoi est-ce que le travail est fait là-bas, ben, il nous avait donné la raison. Il nous avait dit, là-bas, donc il travaillait il avait fait la série SOS Croco, Les Kangous, et il nous disait, on lui avait demandé combien de personnes travaillaient chez lui. Il avait dit 150, et puis il avait réfléchi, il a dit en fait j'en sais rien, parce que le mec qui ramène du boulot à la maison, comme ils sont payés à l'image, et qui doivent faire les choses assez rapidement, et puis il met toute la famille au turbin. Donc c'est quand même déjà ce problème-là qui à mon avis fait un petit peu le distinguo entre quand on parle de Coréens qui viennent chercher du travail en France ou l'inverse. Voilà, enfin, c'est ce qui me semble. Non, en fait ça je pense que c'était peut-être dans les années 50, mais là ça fait longtemps que c'est plus trop ça. En Corée, le niveau de vie, on va à Séoul, parce qu'on va fabriquer à Séoul, on ne fait pas ça dans la campagne. Le niveau de vie est assez... le niveau de vie moyen est à peu près comme le nôtre. Même moi, à l'époque où je travaillais en Chine, je me rappelle que le chef animateur chinois qui travaillait là,
il devait gagner, je sais pas, presque 100 fois le salaire moyen, donc il était plutôt bien payé. Alors que un réalisateur français, il ne gagne pas 100 fois le salaire moyen. Sinon, je sais pas, je serais pas là. Ou mieux habillé, je sais pas, j'en sais rien. J'irai chez le coiffeur, enfin, je sais pas. Mais non, en fait, je crois pas. Il y a longtemps hein, que c'est plus comme ça. Je crois qu'il y a une vraiment envie de partage culturel. On a travaillé en Corée, oui, pour des séries parce que ça coûte moins cher et parce qu'il y a des financements qui étaient aussi là pour ça. Mais là, c'est un peu fini. Enfin là, par exemple. Le CNC vient de faire un nouveau COSIP. Alors un COSIP, c'est un mode de financement ou pour le film d'animation plus porté vers l'audiovisuel et qui met vraiment les moyens pour que... Enfin, là, je le vois même dans le studio dans lequel je suis en train de travailler parce qu'ils sont en train de rapatrier plein d'équipes de la 3D qui se faisait en Inde et qui commencent à revenir en France parce qu'il y a des modes de financement qui font que ça vaut plus le coup de le faire en France et puis que le CNC est en train de protéger de plus en plus les salariés en ce moment par rapport à ça. Mais il y a bien sûr ce mode de délocaliser des postes chers, mais c'est pas que parce que c'est cher, c'est aussi parce qu'on n'a pas assez de gens pour monter une équipe de 200 ou 300 animateurs en France. Il y a quand même pas mal de studios. C'est la croix et la bannière pour trouver des bons storyboarders quand il y a 3 ou 4 productions qui arrivent en même temps. Vous passez dans mon bureau. Vous viendrez me voir après. Ça arrive qu'il y en a qui ne trouvent pas et puis que c'est un peu plus dur pour d'autres parce que c'est pas toujours des secteurs faciles parce qu'à chaque fois qu'on a fini quelque chose, il faut aller rechercher du travail. On est comme des sortes de sociétés alors qu'on est des individus, on voudrait travailler régulièrement. Mais à chaque fois, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on redémarche tout le monde. Avant, l'animation, c'était assez ouvert. On ouvrait une porte, on faisait toc-toc. Bonjour, celui-là, j'ai mon dossier, vous voulez le voir? On disait oui, maintenant, vous pouvez appeler, prenez un rendez-vous. Et puis voilà, le message, il est toujours perdu. Alors, c'est de plus en plus dur. Mais on aurait, moi, j'ai essayé hein, sur Ava Ricoteo, on avait beaucoup d'animateurs, on a fait beaucoup Angoulême. Là, la série que je suis en train de faire, qui est une grosse série, c'est 26 x 26 minutes, c'est une adaptation de BD, c'est les légendaires, il y en a certainement qui connaissent, parce que ça a fait 8 millions de ventes ou un truc comme ça sur le territoire français. Il est au 17e album, le dessinateur, c'est Patrick Sobral, il s'appelle. Et en fait, tout est fait en France. C'est-à-dire qu'Angoulême a un mode de financement très intéressant. Des studios se sont implantés là-bas, des gros studios très solides. Et du coup, c'est de la 3D texturée 2D, un style un petit peu manga. Et en fait, du coup, la réalisation, l'écriture se fait à Paris, la pré-production se fait à Paris, et tout le reste, l'animation, tout ça, tout se fait à Angoulême, mais en France. Rien ne part en Asie, rien. Il y aura peut-être un peu de Canada parce qu'ils ont des crédits d'impôt. Voilà, après, ils ne sont pas moins chers, les Canadiens. Mais je pense que c'est un peu passé ce côté. Je ne sais pas, ça datait de 98 cette intervention.